Salut à tous et bienvenue sur ce live d'après-match où on va parler donc d'OM Nice, un match nul qui s'est soldé donc par un résultat de 2 buts partout, un match qui n'était tout sauf nul en fait parce que ma présentation laissait un petit peu à désirer. On va la refaire. Hop. Bienvenue sur ce live où l'on va parler d'OM Nice, un match qui s'est soldé par un résultat nul mais un contenu intéressant ou en tout cas assez divertissant à suivre, mais qui laisse au final beaucoup de regrets à l'Olympique de Marseille, avec notamment une fin extrêmement cruelle avec cette barre transversale de Pierre-Emerick Aubameyang qui fait un truc incroyable, extraordinaire et qui, moi en plus j'ai l'impression qu'il termine bien l'action. J'ai l'impression qu'il fixe, c'est vraiment extraordinaire ce que fait Aubameyang sur l'action parce que quand même le gars, il est là, il prend de vitesse, c'est Rosario il me semble, il dribble assez facilement Dante, fin de match, tout ça, je pense que Dante il était cramé aussi, il le dribble assez facilement. Il y a un mec qui revient, il me semble que c'est Todibo, qui le charge, il lui résiste. Il a le temps de regarder là où est Boulka, il le fixe presque et là il fait son fameux geste signature, le fameux piqué et ça finit sur la barre transversale. Oh là là, quel moment dramatique, mais vraiment il y avait vraiment du drame dans l'air et il y a vraiment un truc où t'as l'impression d'assister à un grand moment. Et ça se termine sur la barre, c'était horrible, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'était divertissant parce qu'au moins on a vécu quelque chose et ce match alors normalement si vous avez vu ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube, j'expliquais qu'il nous fallait 10 points et battre Nice et Lens. Que si on avait 10 points en battant Nice et Lens, il y avait moyen de récupérer la 6e place. Bon, on n'a pas battu Nice, donc c'est vrai que le résultat me fait plutôt dire que pour l'Europe, ça va être très compliqué. Mais alors voilà, alors que je voulais vous partager le classement et bien sûr, ça ne fonctionne pas, voilà, ça va fonctionner maintenant. Donc voilà, 10 points. Donc bien sûr que les 10 points sont encore possibles, il y en a 12 à jouer, mais moi je me disais, ok, si on prend 10 points en battant Nice et Lens, ça veut dire des adversaires directs, ça nous aurait fait remonter là à 42, 43, et si on avait battu Lens, on aurait eu forcément une meilleure différence de but, puisqu'on a plus 8, eux ils ont plus 7, si on avait battu Nice, on aurait eu plus 9, et si on les battait, on aurait eu minimum plus 10 et eux 6. Donc bon, bref. Tout ça pour dire, on serait remonté à la 6e place. Et pour moi, c'était le meilleur... pour moi, c'était un petit peu ce que... le scénario où je voyais l'OM quand même accrocher la Conference League via le championnat. Donc c'est un gros coup d'arrêt le résultat final. Le résultat final en tant que tel est un gros coup d'arrêt. Bien sûr qu'on peut toujours se dire mais non, mais il reste encore 12 points, même toi dans ta vidéo tu disais 10 points, oui mais voilà, il fallait battre Nice et Lens et à force de laisser passer des occasions, j'ai du mal à y croire, j'ai du mal à me dire oui bah non la prochaine c'est bon, on va la voir, mais cependant, parce que tout n'a pas été noir hier, on peut quand même se dire, l'OM a montré de véritables ressources mentales. Et avant le match, Gasset avait dit voilà, moi ça m'a un peu embêté que par moment on n'a pas mis, c'était peut-être même avant Benfica, qu'on n'a pas forcément mis la même envie en championnat qu'en Ligue Europa, etc. Il y a quelque chose comme ça qu'il faut corriger, de vouloir aller au bout, d'y croire jusqu'au bout. Là, à la fin du match, il dit encore, on va pas lâcher, on va continuer à y croire. Et on va tout donner, on verra où on terminera. Et il y a un joueur qui exemplifie ça, c'est vraiment Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, hier, et ceux qui sont des fidèles de ces lives savent à quel point j'ai pu critiquer Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Pierre-Emerick Aubameyang, hier, a fait un match exemplaire. Sincèrement, je l'ai trouvé
vraiment exemplaire. Parce que donc ok, il y a le penalty, il y a cette action très marquante en fin de match, mais au-delà de ça, en fait, et du stade ça saute peut-être un peu plus aux yeux, mais je l'ai vu faire des sprints pour aller presser Dante et Todibo. Vraiment, j'y crois. Et ce que je lui reprochais en début de saison, en fait, il l'a corrigé vraiment hier. Il a pas du tout ménagé ses efforts. Et vraiment, je l'ai vu aller faire un nombre de sprints pour aller presser les centraux adverses assez impressionnant. Et en plus de ça, voilà, comme il est en forme, comme il a un peu de confiance en lui, ça donne des actions comme cette dernière action qui voilà quoi, regret éternel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était magnifiquement joué. C'était magnifiquement joué. À la fin du match, avec quelques journalistes, on a fait comme vous tous, hein, on a repassé l'action comme ça, en mettant pause toutes les secondes, avec à chaque fois au moment de la barre, c'est horrible, et on se demandait est-ce qu'il peut la mettre différemment, etc. Et il y a certains journalistes qui disaient ouais, ce petit piqué, je vous en avais déjà parlé en plus, c'était un peu le geste signature d'Aubameyang, le geste avec lequel il avait marqué en finale de Cup, etc. C'était un peu son geste préférentiel, et cette saison, ce petit piqué, alors certes, il a donné des buts genre comme contre le Havre, comme contre Villarreal, même si c'est un piqué très très haut quand même, mais je pense qu'il est vraiment pas en réussite sur ce geste-là, et c'est compliqué parce qu'à part ça, il a tout bien fait. Et 17 poteaux cette saison, nous dit dans le chat Bubzine, et oui, parce que quand Aubameyang touche le poteau, sincèrement, quand il touche la barre après cette action parfaite, vraiment t'es comme ça, tu te dis mais c'est ça, c'est cette saison en Ligue 1, c'est ça la saison, c'est que t'as des regrets parce que tu commences quand même mal le match et tout. À un moment, en fait, il y a plein de trucs que tu fais pas très bien, mais tu lâches pas, mais ça bascule pas de ton côté, quoi, en fait. Ça bascule pas de ton côté, ce qui fait que ça va être compliqué d'aller chercher l'Europe. Et forcément, on est aussi obligé de parler du carton rouge de Moumbagna parce que c'est un moment important dans le match. Alors, je pense pas que ça mérite un deuxième jaune. Tu comprends pas. En réalité, en fait, il est coupable de la manière dont de son look, quoi, en fait. Et c'est pas juste, quoi, parce que en fait, dans la manière dont il intervient à chaque fois, une fois qu'il a pris un jaune, en fait, moi. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai oublié. Si vous nous regardez en replay sur YouTube, parce que je le fais jamais même dans mes vidéos, il faudrait que je le fasse plus souvent. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tout ça, vous connaissez. Bon. Donc en fait, Moumbagna, à partir du moment où il prend le jaune, à chaque intervention, je me disais l'arbitre il va mettre un deuxième rouge, l'arbitre il va mettre un deuxième jaune, l'arbitre il va mettre un deuxième jaune, et vraiment tu le sentais que l'arbitre il se disait oh là 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 là, lui regarde comment il intervient, ouh là 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 là, ça a l'air de faire mal, parce que ça a toujours l'air de faire mal. En fait, dès que l'intervention elle est pas complètement maîtrisée de Moumbagna, ça a l'air de faire beaucoup plus mal, parce que le mec c'est une armoire à glace, il est comme ça, donc tu dis ouh là 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 là, il a dû le péter, etc. machin, et là pour moi il y a faute, mais il y a jamais jaune. En fait, c'est une obstruction, quoi. C'est-à-dire que il essaye d'aller au contre-pressing parce que il maîtrise mal son ballon. Il va au contre-pressing. Il n'y a pas de semelle. Il n'y a pas de volonté de mettre un coup, un truc un petit peu méchant. Il y a un duel, et il y a un duel qui est pas très bien joué où le gars fait faute parce que son physique, il est différent du mec en face. Le mec en face reste au sol pendant un petit moment, et il reste au sol pendant un petit moment, et donc l'arbitre met un deuxième jaune. D'ailleurs, ça me fait dire aussi que en fait, il se dit ok,
c'est parce que si l'arbitre court et qu'il va mettre le jaune, qu'il a le jaune à la main parce qu'il dit ouh là 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 là, là c'est une méchante faute, là j'ai vu une méchante faute, qui met le jaune direct, tu dis ah ok, mais là en fait il se dit ah ok, attendez, je vais voir la gravité de la blessure du Niçois, et le Niçois donc il est à terre, on sait que les joueurs de foot en rajoutent, on sait que, et c'est pas que les Niçois, c'est les Marseillais, les Montpelliérains, vous vous souvenez de cette fameuse, enfin les Lillois, les Lensois, les Francfortois, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense pas d'ailleurs, peut-être Francfortois. Enfin bref, tout le monde, tous les joueurs de foot, les gamins au SMUC, ils en rajoutent aussi. Enfin tout le monde en rajoute. Des fois, je joue au Five avec des mecs, ils en rajoutent. Il n'y a rien à jouer, mais ils tombent. Mais enfin. Il n'y a même pas d'arbitre. Il y a même pas d'arbitre. Bref, ça fait partie du truc. Et l'arbitre, il se dit bon ben, ok, non, il doit y avoir grosse faute, donc il met un deuxième jaune. Et forcément, c'est parce que je pense que si c'est Jordan Verretou qui fait la même faute, il n'y a pas de jaune en fait. On se pose même pas la question de jaune. Peut-être que ça fait un peu moins mal parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est coup de hanche en fait. C'est qu'il met un coup de hanche. Il met un coup de hanche pour récupérer le ballon. Donc, il y a rien de très méchant. Voilà, mais si c'est Jordan Verretou qui fait la même faute, il y a pas de jaune. Et Moumbagna, en fait, il pâtit, voilà, de son apparence d'armoire à glace. Et donc en effet, c'est pas très juste. Après, je pense pas qu'il y ait un complot parce que les Niçois pensent qu'il y a un complot parce que l'arbitre, parce que le penalty de l'OM pour eux n'y est pas. Parce que le ballon est déjà dégagé, machin. Farioli d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'il dit à la fin du match. Et puis, en fait, si on parle, donc les deux équipes s'estiment lésées par l'arbitrage sur ce match. Et si on regarde les autres matchs, alors j'ai même pas eu le temps vraiment de regarder les autres résultats. J'ai juste vu le non penalty accordé à Lille qui est lunaire. Je sais pas si vous avez vu ça, mais c'est machin Santos, le Lillois qui dribble Minamino, il entre je pense qu'il lui fait même un petit pont, il entre dans la surface, il est complètement stoppé et Turpin ne regarde pas la VAR, non, pas penalty, c'est tout. Donc en fait, bon, c'est pas une histoire de complot, mais par contre c'est une histoire d'arbitrage quand même extrêmement problématique en France. Je sais pas si je peux vous montrer ça, je sais pas si ça va fonctionner. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Mais ouais, non, ça fonctionne pas quand je fais ça, je pense. Hein. Vous la voyez pas là, l'action lilloise. On voit le mec il regarde même pas. c'est incroyable. Je sais pas si vous le voyez, dites-moi dans le chat si vous voyez, mais regardez-moi ce tacle mais comment tu fais pour même pas te dire ok, il y a peut-être un truc là. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais voilà quoi. Bon, l'arbitrage français, c'est compliqué. C'est compliqué, donc voilà, un match très frustrant. Donc je pense pas qu'il y avait carton rouge. Je sais pas si il accorde ce penalty pour faire un peu de la compensation. Mais ouais. Dans tous les cas, c'est très compliqué. On va regarder cet enfer, ce moment très dur, les amis, très dur. Ce moment très dur. Parce que c'est un vieux long ballon. On était tous dans notre surface de réparation. Regardez, tous les Marseillais sont dans. C'est incroyable, vraiment. Vous vous rendez compte le match qu'on a offert à Aubameyang en seconde, qu'on a offert entre guillemets en seconde. Ils sont tous là. Vous voyez au départ du ballon, il y a aucun Marseillais. Tous les Marseillais sont dans leurs 30 derniers mètres, quoi. On a laissé Aubameyang devant. Je vais mettre en petit comme ça, on se fait pas strike ou quoi que ce soit. Et là. Le gars, il fait ce truc, il contrôle parfaitement un ballon en cloche n'importe comment, il dribble un joueur, il résiste à un deuxième, et oh là 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 là. Le pire, c'est que moi je me dis, hier, en revoyant cette action, je me dis en vrai, si Boulka il est 50 cm, ou 1 mètre, il est juste un petit peu plus proche, Aubameyang un peu plus proche, la course du ballon, ça finit dans le plafond.
Ça le finit dans le plafond des buts. Oh, aïe, 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 aïe. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Bref. Donc on va parler de beaucoup de choses sur ce match. On va aussi parler d'un autre truc qui m'a un peu embêté. Et puis je vais prendre vos questions un peu. Je vois Lopo Dodo je suis désolé, mais pour ma part, je saute du train Ndiaye. Trop frustrant. Après la petite embellie à la venue de Gasset, il est retombé dans ses travers. Je sais pas si c'est mental chez lui ou juste les limites du joueur trop pas constant et peu à même d'être décisif. Bon, on va en parler. C'est vrai que ça a été dur aussi. Et donc, remontons un petit peu le fil de ce match. Donc, le match débute mal pour l'OM. L'OM est... il y a tellement de choses. En fait, il y a tellement de choses qui se sont passées. Alors, on va commencer par parler du premier but sur lequel je trouve Kondogbia, mais scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux, en fait. Enfin, c'est pas scandaleux, parce que scandaleux, ça voudrait dire qu'il fait pas les efforts. En fait, c'est alarmant. Voilà, je trouve Kondogbia alarmant sur l'action du premier but. Parce que, donc, c'est Boga, il me semble, qui rentre dans l'axe et qui fait une course un petit peu comme ça et qui va rentrer dans le rond central. Et tu vois que Kondogbia essaye de le rattraper et waouh! Il court pas, ils ont pas les mêmes outils pour faire l'action courir, quoi. Il est tellement lent. Waouh, extraordinaire. Il est tellement lent. C'est incroyable. Bubzine qui dit pour moi c'est Gigot qui laisse un énorme trou dans l'axe. Ouais, mais avant ça, avant qu'il arrive à Gigot, il est censé avoir une première ligne. Alors, il est censé avoir une première ligne et tu sens que Kondogbia essaye de se mettre sur la trajectoire de Boga, mais il peut pas. Boga, on aurait dit Usain Bolt, quoi, comparé à Kondogbia. C'était alarmant. Le début de match de Kondogbia, c'était alarmant. Chaque fois qu'il y a un moment, je me suis dit, putain, je suis sûr, je rentre sur le terrain, j'arrive à le dribbler. Il y a quelqu'un qui faisait ouh, il touchait même pas le ballon, il driblait Kondogbia. C'était incroyable. Il a été vraiment catastrophique. Première période catastrophique de Kondogbia. Il est à la rue, mais à la rue totale. Et la raison pour laquelle il est à la rue totale, c'est que les Niçois avaient imposé, c'est peut-être un peu fort le son, non? Parce que je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de gains. Alors là, il y en a plus assez, donc on va en remettre un petit peu, voilà. Les Niçois imposent un peu un marquage individuel, un petit peu. En tout cas, les Marseillais avaient répondu au jeu niçois par ce marquage individuel, tout ça. Et donc, il faut être très dynamique pour jouer ce jeu. Et en fait, Kondogbia, c'est un joueur d'un autre temps. C'est un joueur pour jouer un petit peu dans ton camp, donc il gère des espaces qu'il va contrôler, où sa vitesse ne va pas être exposée, ou s'il est éliminé, il peut essayer de se rattraper, parce que c'est souvent le cas. En fait, quand on dit oui, Kondogbia a récupéré beaucoup de ballons, il faut voir les ballons qu'il a récupérés, c'est souvent des ballons qu'il a perdus au préalable. Donc voilà, et là, il était dans une configuration où il devait courir, il devait être dynamique, il devait être réactif, et oh là 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 là, ça a été horrible. C'était vraiment cette action, il est en déambulateur, enfin, on va pas être méchant, mais il a pas... Ils font pas, enfin, ils sont pas sur le même rythme, clairement. Et je pense que c'est ce qui est un peu embêtant avec Kondogbia, vraiment. Je trouve que c'est pas un joueur moderne, en fait. Je trouve vraiment que c'est un joueur pour contrôler le tempo quand t'es recroquevillé sur ton but. C'est horrible. Alors après, bien sûr, la défense fait un peu n'importe quoi derrière tout ça, mais la défense, elle fait n'importe quoi parce que d'un seul coup, elle se retrouve avec des marquages individuels, des attaquants, des mecs qui sont dans l'axe, truc, et le milieu de terrain qui a été complètement troué en une course. Il a été complètement troué, vraiment, mais là, c'était incroyable. Il a ouvert la mer, quoi. Il a ouvert la mer en courant simplement, avec une conduite de balle et en rentrant dans l'axe. Il a détruit le truc.
Et pour moi, Kondogbia est vraiment le coupable. Et d'ailleurs, Kondogbia, il se fait dribbler un nombre de fois, vraiment, hein, j'étais vraiment assez catastrophé. Seconde période, bien meilleure. Pourquoi? Bah parce que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que on a joué dans notre camp. Voilà, quand l'OM joue dans son camp, quand l'OM dégage des ballons, il peut faire ça. Voilà, ça il sait faire. Il a quand même l'expérience pour le faire, tout ça. Mais sinon, c'est waouh, Kondogbia quoi. Waouh, chaud. Et voilà quoi. Donc vraiment pour moi, il y a eu d'abord le show Kondogbia. Après, tu reviens au score avec, tu reviens un petit peu dans le match. Tu reviens un petit peu dans le match quand même. D'ailleurs, on va regarder ensemble. On va aller voir. Parce que aux expected goals, ce qui est assez surprenant, mais on est meilleur que Nice en fait hier, parce que il y a ces actions, etc. Mais voilà, donc on revient dans le match, on fait plutôt un bon retour. Enfin, c'est toujours pas la panacée. D'ailleurs, voilà, ça se voit assez bien. C'est toujours pas la panacée, mais l'OM est présent. L'OM est présent, l'OM commence à avoir des frappes, un peu des actions, des moments où Harit il énerve tout le monde parce qu'on dit frappe et il frappe pas, des trucs où ça tergiverse un petit peu, mais l'OM revient et l'OM finit par revenir sur un geste de Jonathan Klaus qui est un joueur qui peut par moment être frustrant parce qu'on se dit, on a toujours ce doute, est-ce qu'il s'économise, il s'économise pas, machin, mais qui sur la réalisation technique est vraiment un joueur au-dessus du rang quoi, au-dessus du niveau à Marseille. Et donc là, il a un geste technique à réaliser, cette demi-volée, il la réalise parfaitement. Certains m'ont dit oui, Boulka, peut-être qu'il y a à dire à redire sur peut-être que Boulka peut faire mieux, peut-être, mais toujours est-il que tu reviens, on voit sur on voit ici voilà que juste avant la mi-temps, bon, après tu concèdes aussi une ou deux grosses situations, mais t'es plutôt t'es bien revenu dans le match. Gasset disait on domine. Bon, je suis pas sûr qu'on domine parce que ouais, il y a notamment l'action de Sanson, elle est là, il me semble. Ça doit être celle-ci. Ça doit être celle-là, je pense, ouais. Mais où t'as quand même eu un ou deux moments où tu trembles un petit peu, ou dès que Boga entre dans la surface, tu fais des claquettes avec les fesses. Donc bon, voilà. Mais t'es dans le match, il y a un match quoi, et tu te prends ce carton rouge, donc forcément ça change toute la configuration du match, forcément c'est chiant, donc normalement à ce moment-là le match reprend. Le match reprend, tu te dis oh putain, on va passer 45 minutes en apnée dans sa propre surface de réparation, mais tu as cette chance d'avoir ce penalty. Il y a faute, il y a pas grand chose à dire. Après, on peut dire bon, le ballon a déjà été dégagé, truc. En fait, moi, ça m'a fait penser un petit peu à Kolasinac l'an dernier contre Monaco et Maripane qui lui marche dessus. Je me dis, en fait, peut-être que tu peux mettre un carton mais pas siffler penalty ou un truc comme ça, enfin en tout cas voilà, donc je répondrai à vos questions après, hein, je vais faire un tour dans le chat, mais voilà, t'as ce penalty, tu reviens à 2-1 et après t'as fait ce truc que je comprends pas vraiment, je comprends pas moi pourquoi, sincèrement je comprends pas comment tu es un footballeur professionnel et tu te dis oui non mais ça va passer, on va se mettre à 15 dans notre surface et ça va passer. Mais l'an dernier, vous vous souvenez du nombre de buts que l'on prend sur des frappes en dehors de la surface de réparation où tous les joueurs sont dans la surface de réparation et en fait c'est pas possible en fait, ça marche pas et tu es à la merci en fait. Alors attendez, je vous retrouve l'image. Tu es à la merci des frappes à 16 mètres et à 16 mètres, c'est pas mais il y avait Strasbourg, il y avait plein, il y avait Auxerre aussi nous en met un comme ça, il me semble. Tu t'en prends plein des buts comme ça. Et à Strasbourg, à l'aller, au retour, tu t'en prends comme ça. Parce que regardez à ce moment-là, non mais
sincèrement, je veux dire, il y a... Parce que, ok, il est pas dans la surface, mais les 16 derniers mètres, t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En fait, il y a que Aubameyang il est à 25 mètres. Ben forcément que tu vas te prendre un but, forcément. Comment tu défends comme ça, en fait? Tu peux pas défendre comme ça. Tu peux pas défendre en étant tous dans la surface. En fait, tu peux pas défendre en étant tous dans la surface. Donc, donc en fait, tu te prends ce but et tu te dis, bah oui. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bah oui. Et bon, après, c'est Gay, il me semble, qui défend en montrant ses fesses. Je sais pas pourquoi, parce que est-ce que tu peux contrer une frappe comme ça? Je pense pas. Bon, enfin bref. Donc ça a été très dur. Ça a été très dur, donc tu prends ce but et puis malgré tout, tu ne t'arrêtes pas et tu pousses et tu as cette première occasion d'Iliman Ndiaye, il la joue tête baissée, machin, tout ça. Donc il faut parler d'Iliman Ndiaye et enfin cette conclusion dramatique avec cette action magnifique d'Aubameyang et qui termine sur la barre transversale. Donc dans tous les cas, l'OM a fait des erreurs. L'OM a été limité à plein de moments. Au moment où Kondogbia il doit passer la seconde et qu'il trouve plus le levier de vitesse. Au moment où Mumbagna rate son contrôle parce que c'est après qu'il rate un contrôle qu'il fait ce contre-pressing. Au moment où Iliman Ndiaye il a pas la lucidité pour marquer ce but qui nous ferait tant de bien et qui fonce tête baissée. Bon, c'est son deuxième ballon ou un truc comme ça, mais après le reste le met vraiment, ça le met vraiment dedans et c'est compliqué. Et enfin, tu n'as pas non plus la réussite au moment où tu tapes la barre transversale. Donc voilà, t'es trop limité, mais comme toi, Bubzine, qui nous dit pour le coup, j'ai bien aimé le comportement de l'équipe qui voulait la victoire. Je suis d'accord. L'OM a vraiment fait un match encourageant quelque part parce que l'OM à l'image d'Aubameyang n'a jamais rien lâché et Aubameyang vraiment, je le redis, vu du stade, je me suis dit waouh, le nombre de courses qu'il a fait qu'il ne faisait pas en première partie de saison et là il les a fait, c'était très appréciable. Voilà, c'était très appréciable. Tu te dis bon ben c'est très appréciable de voir un attaquant faire ça. Donc ça va être compliqué d'aller accrocher la Conference League via la Ligue 1, c'est encore possible, mais bon voilà. Bon, je vais vous lire un petit peu, oui, parce qu'il y avait un peu un débat sur Ndiaye. Vous savez qu'Ndiaye, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joueur avec des caractéristiques très spécifiques que l'on voit pas si souvent dans le football moderne. Mais alors c'était beaucoup plus haut. Je sais plus qui c'est qui disait je sors du train, pas assez décisif, tout ça. Et oui et pareil, c'est des discussions que j'ai fréquemment où on parle de. Ouais, c'était Lopo Dodo qui nous disait trop frustrant après la petite embellie à la venue de Gasset, il est retombé dans ses travers. Je sais pas si c'est mental chez lui ou juste les limites de joueur trop inconstant et peu à même d'être décisif. J'ai souvent ce débat avec des collègues, avec des amis, avec des collègues amis, les deux, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose à faire de ce joueur, mais clairement, il est pas fini. Il a mal digéré son transfert à l'OM. Et je pense aussi que c'est un joueur qui est dans la spontanéité. Donc sur cette action, en fait, ça m'étonne pas qu'il la joue comme ça. Bon, il y a un peu ce truc où je pense que d'autres joueurs il ne la joue pas bien parce que il peut peut-être faire autre chose, il peut fixer Boulka, etc. Mais le gars c'est un joueur qui est toujours dans l'urgence et dans la vitesse comme une nécessité. Il faut qu'il fasse tout vite. Et là, devant la cage,
eh ben peut-être qu'il faut qu'il apprenne à être un petit peu moins speed, un petit peu moins dans l'urgence. Et c'est compliqué. Et après, une fois qu'il rate cette occasion, parce que au final, il rentre, il marque, on dit oh, excellente entrée de Ndiaye. Mais là, il rentre, il marque pas. Et donc, on ne retient que ça. Et même lui ne retient que ça, parce que la suite de son match, c'est que les conséquences de cette action ratée. La suite du match d'Iliman Ndiaye, c'est les conséquences de ce face-à-face raté, où après, il veut en faire trop, il surcompense et il plonge. Et oui, c'est ce que dit Gasset en fin de match. Vraiment, moi je lui trouve beaucoup de talent, Iliman Ndiaye, mais je comprends parfaitement la réaction de Leopoldo. Il a raison, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est comme ça. Et tu demandais aussi, est-ce que c'est ses limites, c'est mental ou c'est ses limites? Bah, en fait, ces limites, elles sont mentales, je pense. En fait, parce que techniquement, on voit qu'il peut dribbler, on voit qu'il peut donner de la vitesse, on voit qu'il peut, qui peut faire beaucoup de choses, qui peut se retourner, se mettre face au jeu. Et tout ça, techniquement, il peut le faire. Mais en fait, le football est aussi très mental, surtout à ce niveau-là, surtout à ce niveau de pression, quand tu as envie de réussir dans un club comme lui, il a envie. Et donc, bah, ses limites sont mentales, en fait, à Iliman Ndiaye. En fait, c'est simplement ça. C'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que on parle beaucoup aussi du fait qu'il lève pas la tête, tout ça, mais je pense que c'est le joueur qu'il est, en fait, qui ne c'est le joueur qu'il est comme ça. Mais par contre, il lui faut travailler, il lui faut absolument travailler sur son mental. Il faut qu'il bosse avec un préparateur mental de toute urgence. Il faut qu'il soit mis dans des bonnes conditions par un entraîneur qui vraiment lui fasse énormément confiance, etc. Mais voilà, Bubzine qui dit, je pense pas qu'il ait le mental de Balerdi, effectivement, mais je lui laisse du temps encore. Mais ouais, c'est un petit peu le côté, il y a un peu un côté Balerdi de l'attaque chez Iliman Ndiaye. Tu sens qu'il y a quelque chose, mais tu sens que les défaillances sont dans la tête, parce qu'il peut rater cette action, mais je pense qu'il rentre à un moment où les défenseurs niçois sont cramés. Ils avaient l'habitude de garder que Aubameyang seul. Là, il vient prêter main forte en deuxième attaquant, donc il y a quelque chose à faire. Et s'il ne lâche pas, peut-être qu'il en a une autre d'occasion. Il donne un bon ballon à Aubameyang juste après la grosse action là, mais c'est pas suffisant, en fait. C'est pas suffisant. Après, il a pas de réussite non plus. Disons que ouais, bon, voilà. Mais je comprends. Même si j'ai un très bon a priori sur ce joueur, et c'est un joueur que j'ai envie de voir réussir. Je comprends les critiques, et elles sont légitimes, et c'est dur à l'OM, et j'espère qu'il va nous faire mentir. Quelqu'un parlait aussi, Iki qui demandait si j'avais une idée de la sanction de Mumbagna. Sincèrement, j'ai arrêté d'essayer de deviner. Il est censé avoir des barèmes, tout ça, la commission de discipline, mais je comprends. Quand je pense un truc, en fait, ça se passe toujours l'inverse. Et je suis sûr que là, il va prendre au moins 2 matchs ou un truc comme ça, et qu'on va pas comprendre, et on va se dire mais comment, machin. Mais c'est la commission de discipline, quoi. Faut pas comprendre. Faut pas chercher à comprendre. L'OM meilleur à 10 demande aussi Bubzine. Non. Disons que ce qu'a dit Gasset aussi, c'est l'OM n'est pas meilleur à 10, mais l'OM c'est bien. L'OM a cherché une autre configuration à 10, et étant donné que Nice joue d'une manière très identifiée, et ben cette configuration, elle a pas été si mauvaise. Par contre, ce que ça souligne aussi peut-être, c'est peut-être la nécessité de jouer un peu plus direct pour l'OM, et de jouer mieux direct, parce qu'on va le dire, hier il y a quand même des actions que l'OM se procure qui sont un peu miraculeuses. C'est des longs dégagements un peu n'importe comment vers Aubameyang, et puis étant donné que les Niçois étaient tous devant, bon, il y avait de la place, mais en fait, en jouant un peu plus direct, en essayant d'attaquer les espaces, déjà il y a un truc, notre ami Kondogbia dont Iki parlait, c'est un problème physique. Je pense que c'est simplement le joueur qu'il est aujourd'hui en 2024 à 31 ans. Voilà, c'est simplement ce qu'il est. Donc je pense que un joueur comme Kondogbia, qui dans tous les cas tu vas finir la saison avec lui comme titulaire, est plus à l'aise sur le côté,
plus bas sur le terrain et en essayant de lancer des longs ballons. D'ailleurs, je sais plus qui disait aussi dans le chat, un joueur recruté pour Marcelino. En fait, oui. En fait, oui, tu te dis, si Marcelino prévoyait de souvent jouer un petit peu bas, etc. Ça pouvait fonctionner comme ça et il pouvait faire profiter de son jeu long. De son jeu long pour tout le monde. Je m'en l'ai dit, j'en ai parlé en première partie du truc parce que tu me dis t'es dur avec Kondogbia. Moi j'étais catastrophé et je peux te dire, Jean-Charles était là hier au stade. Vraiment, l'action du premier but pour moi c'est catastrophique. Vraiment, et revois le match, le nombre de fois où il se fait dribbler, c'est en fait Kondogbia il est bon quand t'es recroquevillé dans ta moitié de terrain. Sinon, s'il y a des espaces, il ne peut pas couvrir les espaces, quoi. Il a plus la vitesse pour le faire. Il a plus la vitesse. Et le pire, c'est que je commençais à nouveau à avoir de l'espoir sur lui parce qu'il fait un match contre le Benfica qui est énorme. Vraiment, il est énorme contre le Benfica. Il prend le ballon, il va de l'avant. Il était vraiment proactif. Hier, mais j'étais vraiment, j'étais choqué par déjà la neutralité de son jeu avec le ballon et son inefficacité défensive en fait. Et tu te disais waouh, et la manière dont il semblait être complètement dépassé dans une configuration de football moderne avec beaucoup d'espace. C'était incroyable, quoi, incroyable, vraiment. Et le truc, c'est que c'est le genre de mec qui passe toujours entre les gouttes, quoi. C'est Kondogbia, il passe toujours entre les gouttes. Et hier, vraiment, pour moi, alors, si l'OM est mauvais en première période, c'est beaucoup de sa faute. C'est beaucoup de sa faute parce qu'il est censé apporter un équilibre et il est complètement dans le mal, quoi. Il est complètement en moins. Donc très dur. Vraiment, regardez bien ce que fait Kondogbia sur un terrain. C'est souvent très difficile. C'est souvent très difficile. Il faut qu'il joue bas. S'il ne joue pas bas, il est complètement à la ramasse. Donc ouais, moi il y a un gros problème sur Kondogbia. Après, écoutez. Donc voilà, si tu prends Kondogbia, si tu prends qui est plus à l'aise en jouant plus bas, si tu prends Aubameyang qui se régale lorsqu'il a des espaces, peut-être qu'il faut jouer comme ça, et puis essayer de se projeter. En fait, c'est là aussi où moi j'ai un problème avec ce qui s'est passé en début de saison, c'est-à-dire que Marcelino il était nul, mais enfin Marcelino il n'était pas adapté à l'Olympique de Marseille. C'était un coach à la philosophie de jeu qui, je pense, n'était pas adapté. Mais je pense qu'avec Marcelino, actuellement, tu es 4e, tu t'es fait chier toute la saison, il n'y a personne qui est satisfait. Si tu l'as gardé, je pense que tu es 4e. Et tu n'es pas satisfait, tu te dis « Ah, mais dans le jeu, c'est chiant, machin ». Oui, parce que ça aurait été chiant, parce que c'était pas adapté à l'Olympique de Marseille, c'était pas tout à fait un mariage qui faisait sens, mais je pense que t'aurais eu ces 10 points de plus parce qu'en fait ton effectif où tu te dis mais ils sont nuls ces joueurs parce qu'ils ont été recrutés pour jouer un certain jeu en fait, et après une fois que lui s'est cassé, il a fallu faire du bricolage. Tu vas chercher Gattuso, il essaye un truc, ça fonctionne pas du tout, il met des machins, des trucs, ça marche pas. Là, Gasset, il est vraiment là pour sauver les meubles. Donc, t'as complètement foiré ta saison. Parce que la chose la plus importante dans ta saison, c'était le choix de ton premier entraîneur, et que ton premier entraîneur, il s'est cassé lorsque t'as mis le club à feu et à sang. Alors c'est beaucoup de sa faute quand même. Beaucoup vous diront aussi ouais, peut-être qu'il s'est fait aussi peut-être que Longoria lui avait fait comprendre ça machin, mais dans tous les cas ce qui se passe c'est que tu payes d'avoir fait un recrutement pour Marcelino, et que Marcelino il est plus là depuis septembre en fait, donc maintenant tu te retrouves avec des mecs qui sont pas adaptés à ce que tu fais, et t'arrêtes pas de t'adapter, t'arrêtes pas de bricoler, de faire un peu n'importe quoi. Donc ouais, bon
Kondogbia, machin, truc. Gigot, je voyais qu'il y avait beaucoup de discussions aussi sur Gigot, qui notamment qui voulait le voir partir l'an prochain. Je sais pas, je sais pas, Gigot, je sais pas. J'ai pas de. En fait, hier, je vous avoue que je me suis pas spécialement concentré sur son match. Il m'a pas sauté aux yeux. Je pense que Gigot est un peu dans la tourmente. À Marseille, on aime bien quand même avoir des boucs émissaires, et je pense que c'est un peu le bouc émissaire du moment. C'est l'un des boucs émissaires du moment, et que moi j'ai trouvé la prestation de Gigot moins alarmante que celle de Geoffrey Kondogbia. Mais voilà, c'est le joueur, c'est un joueur qui revient de blessure, suspension, tout ça. Et en fait, le truc, c'est aussi que peut-être qu'à un moment on en a trop fait sur Gigot. En fait, c'est que Gigot, c'est un honnête défenseur de Ligue 1, c'est un honnête remplaçant. Et si on le laisse à ce niveau-là, bon, écoutez, moi je veux pas spécialement le voir partir. Je pense qu'il aime le club, tout ça. Je pense qu'il peut rendre service. Je pense que c'est un moyen, quoi. Voilà, je pense que c'est un moyen. Et je pense que c'est pas celui qu'on a parfois voulu en faire, genre ouais, toi tu te bats, machin truc, et on en a trop fait là-dessus sur Grinta, etc., machin. Bon, c'est un peu de la connerie toutes ces histoires de Grinta, mais par contre c'est pas un désastre, quoi. C'est pas un joueur, tu te dis non, toi tu peux pas rester à l'Olympique de Marseille. Je le trouve pas désastreux, je le trouve vraiment moyenasse, un peu à l'image de Pau Lopez d'ailleurs, qu'on n'a pas envie de détruire, mais Pau Lopez c'est moyen, quoi. Voilà, c'est un gardien moyen de Ligue 1, et c'est un mec qui a l'air d'être vraiment extraordinaire humainement, vraiment un vrai bon mec. C'est pas un désastre, c'est pas je cherche les Gregorini, etc. Les moments où on avait... c'était qui déjà celui qui, vers 2000-2001, là, est titulaire, et qui, vraiment, on perdait des matchs... enfin, il faisait erreur sur erreur. Trévisan, c'est pas Trévisan, c'est pas... Voilà, c'est un moyen. C'est un moyen, et par exemple, en fait, Pau Lopez, c'est un peu à l'image du deuxième but, c'est-à-dire que... pour moi, il est pas coupable, mais il peut faire beaucoup mieux. Voilà, donc c'est un petit peu ça, et c'est un petit peu ce qui me reste du passage de Pau Lopez. Il est pas coupable, mais il pourrait faire beaucoup mieux. Donc voilà, donc il y a beaucoup de joueurs un petit peu quand même qui sont pas coupables mais qui pourraient faire beaucoup mieux. Il y a des mecs qui ont déçu, etc. Ça fait beaucoup. On va regarder un petit peu la pass map aussi. Donc on avait regardé les expected goals. Donc l'OM finit à 1,79, Nice à 1,29, en sachant qu'un penalty c'est 0,75. Bon, on peut dire qu'en fait, grosso modo, l'OM a autant créé selon les expected goals que Nice. D'ailleurs, au niveau des stats, au niveau du nombre de tirs, etc., il y a 11 tirs à 10. Tir cadré 4 à 4. Bon, il y a quelque chose, en sachant que la barre transversale c'est pas cadré. Donc il y a quelque chose l'OM a réussi à tenir tête à Nice en jouant une mi-temps à 10 contre 11, et aurait même pu assez facilement l'emporter. Donc c'est compliqué de sortir avec de l'espoir de ce match-là, et pourtant il y en a peut-être. Et pourtant, il y en a peut-être. Faroui qui me dit, tu parles de Porato, je crois. Non, c'est vrai que Porato, il a eu une période où ça a été dur, mais c'était Trevisan que je cherchais. Trevisan à l'époque, le Klassingesson et tout. C'était dur, Trevisan. Mais oui, Porato a eu aussi son lot de matchs un petit peu ratés. Porato que Courbis avait quand même promu
devant Kopke, qui était un gardien Gavanon, pire gardien que j'ai pu voir. Comment ce type a pu être pro? et en plus, mais Gavanon, il était gardien titulaire des espoirs, etc. Ce qui doit nous rappeler à tous que souvent on est là à se dire ouais, mais regardez, lui, il est international U19, U17, machin, tout ça. Mais c'est bien, ça prouve que tu as un certain talent d'être dans ces sélections de jeunes, mais ça veut pas dire que tu vas faire carrière, quoi. Il te reste encore un chemin avant de faire une vraie carrière, et comme je le dis souvent, en réécoutant les sagas Copa Arena sur les finales de Coupe du Monde U20, donc vous imaginez, Coupe du Monde U20, là t'es vraiment au top du top, t'as toujours un ou deux cracks, un ou deux joueurs vraiment de top niveau, genre Obi Mikel, machin, qui vont faire une longue carrière, et puis t'as tout un tas de joueurs, enfin t'en as quand même un petit peu plus qui vont faire des carrières honnêtes, genre voilà, parce que là j'ai Argentine, Nigeria, il me semble, t'as aussi Taiwo, t'as aussi des mecs comme ça, mais au final t'as un gros 50% qui va soit faire carrière en D2, peut-être en 3e division, il y en a qui vont pas faire carrière du tout aussi, donc voilà. Donc c'est pas aussi simple que ça. Être dans des sélections nationales, ça ne t'offre pas forcément ça t'offre pas forcément une carrière, et il faut faire attention sur les cracks et les machins, et lui il est trop fort et machin, tout ça. On va regarder un petit peu la carte des positions, en sachant que forcément elle est biaisée par le fait de l'expulsion de Mumbagna, et par le fait que tu passes toute la seconde période à 10, parce qu'au final, voilà, Aubameyang est très haut, mais Aubameyang c'était le seul qui était haut pendant toute la première période, et voilà, et Kondogbia était là. Ça a été, bon, voilà, Kondogbia, quoi. Ça a été un petit peu dur. Il va vraiment falloir autre chose. Oui, il y avait aussi un truc, encore une fois, assez bricolage sur les côtés, avec Ulysse Garcia qui était par moment latéral, par moment troisième central, et Luis Enrique plutôt latéral gauche, etc. Et puis en seconde période, il me semble qu'il y a encore du changement sur les côtés. Enfin bref, ça a été un match compliqué, où il a fallu encore une fois beaucoup bricoler. Et on en a déjà parlé de l'arbitrage, Ricky. On a fait toute une partie sur l'arbitrage. Et sache que pour Farioli, l'arbitre a fait un excellent match, à part une erreur qui est le penalty contre Nice. Donc voilà. Et on a aussi parlé du penalty incroyable non accordé à Lille pour un tacle par derrière assez extraordinaire, pleine surface de réparation, les deux pieds décollés, extraordinaire. Même pas VAR, même pas rien. Et puis le ballon sort en corner en plus, c'est ça qui est dingue. Enfin. Bon, donc voilà. Donc Olympique de Marseille, je sais pas trop quoi dire de plus sur ce match. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on a parlé du match exceptionnel d'Aubameyang qui aurait mérité autre chose. Donc je sais pas si on continue à y croire ou pas. Sincèrement, c'est la prestation, le fait qu'ils aient pas lâché, le fait que si ce ballon rentre là, t'es sur un élan extraordinaire pour Aubameyang, et que qu'est-ce que tu veux lui reprocher? Enfin, vraiment, même en revoyant l'action et tout, hier après le match, avec les autres journalistes, même si on a certains qui disaient ouais, il aurait peut-être pu faire ça et tout, mais même ceux qui disaient ouais, il aurait peut-être pu la mettre à gauche, à droite, ils disaient oh, il aurait peut-être pu faire ça, mais je peux rien lui reprocher. En fait, tu peux rien lui reprocher sur cette action. Il fait une action extraordinaire. Ça finit sur la barre transversale, écoute. Voilà, donc l'OM est à 5 points de Lens. On reçoit Lens ce week-end. Est-ce qu'il y a matière à... Enfin, je sais pas. En fait, je me dis qu'on va pas s'imposer face à Lens. Je me dis que la saison, elle est trop compliquée. Donc, ça tourne pas dans le bon sens. Il reste 4 matchs. Voilà. Mais pour moi, il fallait absolument battre Nice et Lens à domicile. Tu t'as pas battu Nice.
Bon, la 5e place, en plus, le pire, c'est que Nice, j'y croyais pas, en fait. Je croyais pas qu'on allait aller chercher la 5e place. Je me disais, dans tous les cas, la 5e place, c'est mort. Mais je me disais qu'en les battant, bah voilà, tu balances. Si tu avais battu Nice et que tu balances ce week-end, tu repasses devant. Et là, tu as un tout autre truc, parce qu'en plus de ça, Lens va jouer à Rennes, il va y avoir Rennes-Lens. Bon, voilà, il n'y a que ça, parce que les autres matchs sont à peu près à leur portée. Et du côté marseillais, tu vas avoir... tu vas avoir normalement, si tu balances, après tu es censé avoir Lorient, Reims et Le Havre. Sachant que... Mais ouais, c'est dur en fait quand rien ne tourne dans ton sens. T'y crois pas, t'as un peu du mal à y croire en fait. T'as un peu du mal à y croire. Et puis oui, il y a la 7e place aussi, Mrousse 13. C'est vrai que la 7e place, à la limite, elle peut être qualificative. Donc si le PSG bat Lyon en finale de Coupe de France, ouais. Bref, ça va être dur. Écoutez, ils ont dit on va pas lâcher. Il reste 12 points à prendre, on sait jamais. On va regarder ces matchs sans trop y croire, sans trop espérer quoi que ce soit. Et puis on verra bien où ça nous mène. Mais vraiment, vraiment compliqué quand même. Compliqué d'avoir fait ce match et de ne pas s'être imposé. Très, 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 très compliqué. Bon. Le nombre de montants qu'on a mis, 17 poteaux, dit Faroui, ouais, on en a parlé aussi un peu plus tôt, c'est vrai que c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Non, cette saison ne tourne pas, cette saison ne veut pas tourner dans le bon sens. Il y a un truc où t'as fait plein de conneries, t'as plein de joueurs qui sont trop limités, mais quand tu tires 17 fois sur les poteaux, parce que aux expected goals aussi, t'es censé être, je sais plus, t'es censé être 2e ou 3e, quoi. C'est-à-dire que tu sous-performes de ouf, en fait, au niveau des expected goals. Tu as un gardien aussi qui, malgré tout, voilà, expected goals for, non, bon, ok, t'es plus 2e, mais t'es 1, 2, 3, 4, 5, voilà, t'es 5e. Et t'es censé être voilà, t'as 5 points de différence par rapport à ce que t'as créé, en sachant que les expected goals, c'est aussi des fois c'est pas forcément généreux sur certaines actions, etc., mais c'est censé avoir 5 points de plus. Et en même temps, t'as pratiquement 5 points en moins avec les expected goals against, donc les buts que tu aurais dû encaisser. Tu aurais dû en encaisser selon le modèle d'Understat 32, et tu en as encaissé 37. Donc tu en as encaissé 5 de plus, et tu as marqué 5 buts de moins. Et donc, c'est ça, c'est au nombre de points, je pense, où voilà, au nombre de points, tu as un déficit de pratiquement 11 points. Tu aurais pu avoir 52 points, et au final, tu te retrouves avec 41 points. C'est incroyable. Sincèrement, c'est en fait tu sous-performes de fou. Ça, moi, c'était dur quand il y avait Mandanda parce que il y avait un truc, mais ça pose vraiment la question de Paolo Lopez, et voilà. Mais si Longoria pouvait partir, ok, mais donner un nouvel élan avec qui, Mrousse? Parce que en fait, Longoria aussi, c'est le mec, ok, bon bah, et comme je l'ai dit plus tôt, je pense que si t'es avec Marcelino, t'es 4e en fait, actuellement, et tu t'es fait chier toute la saison et t'as pas apprécié machin, et que c'est une erreur d'avoir été chercher Marcelino, mais en fait, on va prendre qui en fait après? On va prendre qui? Parce que si vous avez un bon plan, un truc, s'il y a quelque chose, parce que qui on va prendre? Parce que il s'est planté, tout a explosé dès septembre dans cette saison. Donc en fait pour moi c'est compliqué, mais je sais que qu'on n'a plus trop le droit d'en parler de ce qui s'est passé en septembre, parce que ça n'a jamais existé en fait, et que machin tout ça. Mais moi je trouve aussi que Longoria il s'est planté cette saison en fait, il s'est planté, mais ouais. On va prendre qui? Parce que on oublie, en fait, on a la mémoire extrêmement courte, c'est-à-dire que on oublie
qu'avant Longoria, on avait toujours le deuxième budget de Ligue 1. Il n'était pas aussi élevé parce que inflation, machin, tout ça, il n'y avait pas autant de turnover et on se plaignait qu'il n'y avait pas de turnover quand il y avait toujours Valère Germain, Florian Thauvin, etc. Et on finissait même pas sur le podium, jamais. Et et voilà, en Europe, on a fait une finale et sinon on se faisait éliminer par l'Hapoel Nicosie. Donc c'était en poule. Et en fait, on oublie que l'OM, c'est un club, putain, à un moment, il va falloir commencer à construire un truc, et que là, il y avait quelque chose qui a été construit. Alors, sincèrement, je sais même pas si c'est encore tenable de garder Longoria, etc. Il faut absolument lui couper la tête, machin, truc, mais ouais, je pense qu'il est important d'avoir un gardien qui... Bah ouais, mais tous les mecs, Emrous qui dit n'importe qui ne recrute pas des Onana Correa, ouais, bah ils recruteront des Valère Germain et des trucs comme ça, et puis tout le monde se plaindra, tout le monde recrute. Pape Diouf, il a recruté Matt Moussilou, Salim Arash, Juan Angel Curupoveza et Andrés Mendoza et Christian Jiménez. En fait, le recrutement, tu recrutes toujours des mauvais joueurs. Et Hero, il a recruté les Strootman, Radonjic, machin, truc, et la Brune, etc. Enfin, en fait, il faut, moi, je pense que ce serait bien d'avoir et franchement, si Longoria s'en va et qu'on a quelqu'un de plus compétent, bon bah tant mieux. Mais moi, quand je fais un bilan des 20 dernières années, je me dis, ok, bah en fait Longoria c'est pas si mal. C'est pas si mal par rapport à ce qu'il a fait. Il a quand même ramené Sampaoli et Tudor. Et on va me dire, ouais, mais il les a fait partir. Ouais, mais au moins ils étaient déjà là. Après, il nous a fait finir deuxième et troisième. Il nous a fait faire demi de conférence, demi d'Europa League. Et il a des gros points noirs comme Annecy. Annecy, c'est un énorme point noir. Et Marcelino, voilà, et Marcelino. Après, est-ce qu'il a été aidé? Moi, je pense que cette saison, vraiment, il a été, en fait, tout le monde veut vraiment lui couper sa tête. La Brune aussi a eu des bons coachs, ouais, mais la Brune, il reprend un club qui est champion de France, qui est dans le top 20, il me semble, à l'indice UEFA. Et quand la Brune s'en va, on est 11e et on est 50e au classement UEFA. Donc la Brune, il a eu des bons coachs, il a eu Bielsa, quoi, en fait. Parce qu'après, il a eu Mitchell. Mitchell, c'était pire que Marcelino. Et Libop qui a fait le taf, voilà. Mais voilà, c'était pas dingue. Et puis, il a aussi... La Brune, il a laissé pourrir à un point le conflit Anigo-Deschamps à un point vraiment, c'est même plus de l'incompétence, quoi. C'était horrible. Faut pas oublier que c'était horrible, quoi. Et la Brune, il a fini en jouant au billard. Bon, c'est l'un des pires présidents de l'histoire de l'OM, malgré le fait qu'il ait ramené sans doute mon entraîneur préféré dans l'histoire de l'OM. Donc ça dit quand même beaucoup de choses. Donc voilà, et puis la Brune, il a aussi fait partir César Azpilicueta qui va être le taulier de Chelsea pendant 10-12 ans pour 7 millions d'euros. Il disait ouais mais non mais tu comprends machin un truc. Il a aussi fait partir Loïc Rémy qui était ton meilleur buteur au mercato. T'as une offre de 25 millions au mercato hivernal, t'as une offre de 25 millions de Tottenham. Tu dis non mais on le lâche pas. Pour une fois que t'as dégagé Deschamps de manière un petit peu genre celui qui n'y touche pas, quoi, non mais truc machin, enfin au final tu le pousses vers la sortie. Donc après, tu dis, ah bah non, finalement, on veut plus Rémy. Finalement, Rémy, tu vas le brader 10 millions en lui faisant des trucs pas super cool pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il dégage. Enfin, voilà, quoi. En fait, en fait, on oublie. Et donc, on est dans le truc et on se dit, ah bah c'est honteux, Longoria.
Les gars, regardez le truc global dans le foot en France. Regardez Monaco qui l'an dernier fait n'importe quoi, Lyon qui fait n'importe quoi. Alors bien sûr que cette année c'est mieux, mais en fait si on veut progresser, il faut qu'on ait de la patience. Mais je sais même plus si c'est possible parce que dans tous les cas, Longoria, je pense que c'est fini. Ça a été fini en septembre quand on lui a dit bah il faut que tu dégages. Alors que jusque là, bah voilà, c'était beaucoup plus correct que la majorité des présidents de l'OM, mais il fallait le dégager, donc bah on l'a dégagé, ok. Et puis pareil, on l'a dégagé pour dire ouais bah les féminines ça marche pas, personne n'avait rien à foutre des féminines. Ouais mais le centre de formation ça marche pas. Ouais ils sont en demi-finale de Gambardella, ils sont leaders de leur championnat, les U19 machin truc. Enfin en fait, il y a un peu de la résignation où tu te dis, oui, on va pas avancer, on va encore tout changer, ça va soulager. En fait, c'est ça, on veut couper une tête, comme ça soulage. Tu dis, c'est bon. Et puis après, on se retrouve avec la brune ou la blonde ou un autre, tu vois, ou héros avec un H devant ou truc machin, et puis on va se dire ah ben génial. Et puis voilà, faut quand même avoir une vision générale. Mais je suis ok avec toi, c'est pour ça que je dis que recruter des bons coachs, ça ne suffit pas. Moi, je suis pas satisfait du bilan foot en termes de jeu de Longoria. J'aimerais voir autre chose. Je ne sais pas qui en est fait. Mais avec Tudor, il n'y a pas eu du jeu. Avec Sampaoli, c'était chiant, mais il y avait un jeu, il y avait quelque chose de spécial. Il y avait quelque chose de spécial. Et vraiment, même avec Pape Diouf, il y a eu des saisons, c'était nul, quoi. En fait, il y avait des saisons au niveau du jeu, c'était nul. Et en fait, on va pas, je sais pas, on va pas, en fait, c'est le problème, c'est que c'est difficile de faire mieux que la saison Tudor, et que la saison Tudor, personne n'était satisfait. Donc en fait, je me dis, c'est difficile, on est condamné à seulement regretter à l'OM, parce que vraiment. Un peu de réussite, la saison Tudor, tu vas chercher la Coupe de France, truc, tu fais un 8e de Ligue des Champions, machin, c'est difficile de faire mieux que ça. Et tu voyais du jeu, tu marquais des buts, tu faisais des trucs, bon, t'as eu une perte en fin de truc, et si tu dégages, si t'es pas satisfait avec ça, en fait, il faut regarder le foot européen. Quel exemple. Parce qu'on va me dire, oui, Leverkusen. Oui, mais Leverkusen, en fait, le truc, c'est que Xabi Alonso, on le dégage au bout de 6 matchs. On se dit, ah, c'est quoi ce mec? Il a pas gagné un match. On le dégage, Xabi Alonso. On le dégage. C'est certain. C'est certain, on va pas être satisfait. Et Xabi Alonso, voilà, c'est un exemple parmi des dizaines et des dizaines de clubs. Par contre, t'as des exemples genre Dortmund. Voilà, en fait, il faut être un club qui reste dans le haut de tableau longtemps et qui est souvent dans les derniers tours des conférences League, des Europa League, des trucs comme ça. Il faut être en haut fréquemment et il faut qu'il y ait une structure qui fasse que tu sois en haut fréquemment pour un moment être en position d'aller chercher un truc. Ou sinon, bah, t'espères un miracle. Et je pense que ouais, c'est un peu le truc sur lequel on est condamné à l'OM. C'est toujours d'espérer un miracle. Voilà, comme cette saison, on rate complètement notre saison. Si on fait une finale d'Europa League, bah, on aura eu un petit miracle. Et on se dira, voilà. Et puis après, chacun prendra ça pour lui, dira bah oui, bah heureusement qu'on a fait ça parce que ça fait dégager, ou alors ah bah c'est pas, enfin, ou c'est normalement un président, peut-être que Longoria dira ah bah moi j'ai quand même fait ça. Et en fait on est toujours condamné à un miracle et à ce que tout le monde aille gratter la gloire de ce miracle. Donc c'est compliqué. Et comme le dit Piram, ouais, sous Longoria il y a toujours eu au moins une recherche d'identité de jeu. Et moi, c'était ce qui me plaisait vraiment sous Longoria. C'est vraiment ce qui fait la différence, parce que les transferts, tout ça, c'est ok. On peut en parler, mais pour moi, le gros truc, c'était tu cherchais à avoir des entraîneurs avec des identités de jeu. Et même Marcelino, il avait une identité de jeu. Par contre, pour moi, c'était pas la bonne. Donc voilà, il s'est trompé. Après, tout le monde fait des erreurs, mais à Marseille, tu fais une erreur, tu dégages. T'es mort.
t'es mort, on te coupe la tête et tu dégages. Et je pense qu'il y a des tas de joueurs qui auraient pu être bons sous Marcelino et qui en fait qui auraient pu être bons dans un OM qui n'était pas bon, mais qui aurait fini à mon avis 4e. Et on aurait eu des regrets machin, mais voilà, on l'a fait à l'OM. Après, c'est aussi pour ça qu'on aime ce club, hein. On a mis le feu, tout est cassé, tout est l'autre il est parti machin, et on se retrouve en finale on se retrouve en demi-finale d'Europa League. Donc mais en fait, regarde, Mrouski, ça manque de stabilité d'un projet, c'est bien ce que je dis, et Longoria fait tout bouger chaque année, joueurs bons ou mauvais et coach. En fait, le truc de changer les joueurs, regarde le Feyenoord. Le Feyenoord Rotterdam a changé tous ses joueurs, sauf que le Feyenoord, c'est l'un des plus des plus beaux exemples de réussite en Europe. Tu regardes le 11 qui était il y a 2 ans, quand on les joue en demi-finale de Conference League, et celui qui joue la Ligue des Champions, il y a pratiquement personne. Donc en fait, ce truc, cette méthode, l'instabilité au niveau de l'effectif, c'était sa stabilité. C'est-à-dire que tu savais que tu changeais. Et je suis désolé, mais la plus grande période dans l'histoire de l'Olympique de Marseille au niveau des résultats, c'est quand il y avait un mec qui s'appelait Bernard Tapie et qui, pour lui, il fallait virer 7 joueurs tous les ans et faire un gros turnover pour créer des trucs. Et tu avais aussi plein de joueurs qui partaient, qui venaient, machin, tout ça. Après il y a le coach, voilà, il y a le coach et là le coach, ouais, là je suis d'accord, c'est que mais le coach apparemment voilà, Sampaoli voulait le garder, mais Sampaoli voulait Antoine Griezmann, Tudor il voulait partir, truc machin, donc en fait, voilà, c'est ça. Et moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Toi, Mrousse et Plouf le chat qui disent ce qui est dommage, c'est de changer d'identité du tout au tout sur une saison sur l'autre, comme cette année. Et là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on se rejoint. Là-dessus, je suis d'accord. Mais et je pense que c'est la grosse erreur de Longoria aussi, parce que même s'il dit qu'il voulait garder ses coachs et qu'il voulait pas qu'ils partent, je pense qu'il est tout le temps en train de pivoter là-dessus, et que là il se rend compte qu'il a peut-être fait une connerie, parce que si tu dors, il y avait quand même une volonté de sa part de partir. Apparemment au club, on n'a pas tout fait pour le garder non plus, machin. Donc peut-être que si on avait tout fait pour le garder, donc je pense qu'il y a quelque chose avec les coachs, voilà. Mais par contre, le problème, c'est que moi je pense que si on change de président, on risque d'avoir quelqu'un de moins moderne, et qu'on risque d'avoir tout autant de turnover au niveau des coachs, mais des coachs en plus qui n'auront rien à proposer, c'est faux, c'est pas bien de dire ça, c'est des gens qui sont tous beaucoup plus compétents que moi, mais pas des coachs qui pourront être dans la recherche d'une identité de jeu. En fait, tu vas te retrouver avec des coachs qui font le taf, et qui passent, et qui vont faire leur saison à l'OM, peut-être leurs 2 saisons, qui vont partir avec des indemnités, et puis qui voilà, et puis à un moment ça va rater, et puis il y aura la crise, et puis on va demander leur départ, mais il y aura plus de recherche d'identité de jeu. En fait, c'est ça le truc, c'est que il y aura plus de recherche d'identité de jeu. Moi, c'est pour ça que je me dis, je redoute l'après Longoria, parce que je me dis, il y aura plus de recherche d'identité de jeu, et les joueurs, j'en ai trop vu passer à l'OM, et peut-être qu'un peu plus de stabilité, ça aurait été bien. Peut-être qu'il y a une ou deux erreurs enfin voilà, et pas une ou deux erreurs, il y a beaucoup d'erreurs sur Longoria, mais je pense que quand on va changer, quand Longoria va partir, on va se retrouver avec un truc classique. Et franchement, c'est ça la question qu'il faut se poser, hein. Qui tu vas prendre une fois que Longoria va partir? Qui tu vas prendre? Et je suis même sûr, moi je vous dis même, je vous annonce même, je pense que si on part avec quelqu'un de plus classique que Longoria, l'an prochain, on fait podium. Et donc là, tout le monde sera content. On fera une saison moyenne, mais en championnat, voilà, machin, on fera podium. Surtout s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, ou s'il y a une Conférence League, allez, on va bazarder ça. On se fait éliminer en poule ou machin. On dira, ouais, mais ça nous fatigue, machin. Puis on dira, vous voyez, on a bien fait de se débarrasser de Longoria. Donc on va faire ça. On fait qualification Ligue des Champions, recrutement de joueurs, voilà, je sais pas, un joueur des Enzo Lefebvre qui l'an prochain fait une bonne saison, on le recrute à 45 millions d'euros, machin, tout ça.
ça. Et puis après la saison 2, ça se rate, c'est le cycle habituel, ça se rate en Ligue des Champions. On n'arrive pas à se débarrasser des gros salaires, des machins, des trucs. Et puis voilà, on est en crise, on coupe la tête du coach, machin, on demande. Et en fait, moi, j'en ai marre de vivre ce genre de truc. Et donc, Longoria, il m'a proposé une alternative à ça, en fait. C'est ça le truc. Et surtout aussi, l'autre truc, c'est que, et vraiment, parce que, et ce qui m'embête réellement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une cabale autour de Longoria. Donc, ce qui fait que je peux même pas bien le critiquer. Parce qu'il est ultra critiquable, Longoria. Il est ultra critiquable. Et voilà. Par exemple, les coachs, c'est critiquable. C'est vraiment critiquable. Voilà. Il est très critiquable. Mais il faut le dire que c'est le pire, machin, tout ça. Donc tu peux plus le critiquer parce que tu passes ton temps à le défendre. Alors que là, moi, je veux dire que voilà, il a fait l'erreur d'aller chercher Marcelino, machin, tout ça. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais ouais, en fait, ce club, il me désespère un petit peu parce que je me dis, on va jamais sortir de là. Et moi, je vois, je sais ce que je voulais dire. Parce que, vous savez, ce qui a changé avec Longoria, c'est que Longoria, il fait des conneries, il est peut-être un peu trop addict au mercato, à aller chercher des mecs avec des options d'achat qui font des doubles chassés croisés, machin, tout ça. Oui, et voilà. Moi, ça, si vous voulez, je le critique parce que j'aime pas le mercato, j'aime pas tout ça. On peut parler de ça. Mais ça, la grande différence entre Longoria et Hérault, par exemple, l'énorme différence, c'est que le club s'est reconcentré sur le foot en fait, et qu'avec Hérault on était concentré sur on voulait en faire une start-up du club, et là on avait reconcentré le club sur le foot, et avec des erreurs, avec des machins, mais on était un club de foot, et on mettait tout l'argent dans le foot, quitte à faire des conneries impensables comme je sais pas, par exemple de donner ce salaire à Kondogbia ou à Correa, voilà, mais on était concentré sur le foot. Et c'est pas si souvent en fait qu'on est concentré sur le foot à l'Olympique de Marseille, si on n'est pas dans les guerres d'ego, dans les guerres. Et pareil, enfin bref. Moi j'ai peur de la suite. J'ai peur de la suite, et cette saison en fait elle m'attriste un petit peu là-dessus quand même. Je vous avoue que c'est un peu trop redondant les cycles qu'on vit à l'OM. Et là, on en avait vécu un qui était pas si mal parce qu'on verra là où on ira en Europa League, mais on aura vécu ça. On aura vécu Sanchez, Aubameyang, Sampaoli, Guendouzi, on aura vécu Feyenoord, on aura vécu des choses fortes, quoi. Et moi, je me souviens de beaucoup trop de moments où on vit pas des choses très très fortes à l'OM. Donc voilà, et c'est embêtant. Tudor, bien sûr. Le grand Igor, attendez, j'ai quand même regardé la demi-finale de Coupe d'Italie, tout ça pour voir Milik crucifié, pour voir Milik sur un centre-tir de Weah crucifier Igor. Horrible, horrible sentiment, puisque la Lazio de Tudor avait perdu 2-0 à la Juve, et que le match retour était à l'Olympico, que la Lazio menait 2-0, mais là il reculait, et le grand Allegri fait entrer Weah et Milik, et Weah qui en plus fait rater tout ce qu'il faisait. Et là, il a un ballon dans la surface, et je pense qu'il fait exprès quand même. Il fait un centre-tir un peu de demi-volée, et là, poum, Milik tape in. Il est là, il nous a mis ce but qui a éliminé la Lazio, qui avait plus rien dans les chaussettes dans tous les cas. Donc voilà, ça s'est terminé là. C'était dur. Bon, messieurs, dames, ça fait 1h26 que l'on discute. Donc on va peut-être s'arrêter, parce qu'en plus, je pensais qu'on allait faire court, mais on a fait très très long. De toute manière, on gagnera rien sous l'ère McCourt. Ouais, comme on n'a rien gagné sous Louis Dreyfus, quand même, on a gagné un titre de champion de France, quoi. Et il a duré 17 ans, l'ère Dreyfus. Donc, en fait, on gagne rien depuis 30 ans, quoi, en fait. C'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des choses très profondes à remettre en cause dans ce club, je pense. Je pense qu'il y a vraiment des choses très, 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 très profondes à remettre en cause dans ce club. Et voilà. Bon.
Merci à vous d'être là et merci Emrous d'apporter un petit peu de débat. Merci à tous, merci Farouille, merci Bubzine, merci à Ricky Groseille et Lopo Dodo, Emric. Merci à tous les gars. Ça fait plaisir d'échanger, avec vous. On se retrouve donc dimanche. Dimanche il y a Marseille-Lens, donc on se retrouvera lundi. Et lundi, je serai aussi sur FCM, si je ne dis pas de bêtises. Je serai aussi sur FCM. Et mardi, je prends le train pour Bergamo. Allez, ciao. Passez une bonne fin de semaine.